Jean-Marie Muller, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Vous êtes philosophe spécialisé dans les mouvements non violents, la déconflictation, comme disent nos amis russes, par la non-violence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre secteur d'activité ? Alors c'est vrai, vous avez dit que j'étais philosophe, c'est-à-dire je suis un ami de la sagesse, au sens étymologique du mot, et c'est vrai que j'identifie la sagesse à la non-violence, donc je suis un ami de la non-violence. Voilà. Alors j'écris des livres par ailleurs, mais l'essentiel c'est ma réflexion sur la violence, à partir d'une critique radicale de la violence, qui m'amène à parler donc de non-violence. Alors quand on parle de non-violence, on pense à Gandhi, et c'est vrai que Gandhi a été à la fois un philosophe, un stratège, un artisan de la non-violence. Et il y a un avant et un après Gandhi en ce qui concerne la non-violence, parce que c'est vrai que le mot de non-violence apparaît encore trop souvent négatif. Non-violence. Parce que nous avons une perception positive de la violence. Et moins par plus donne moins. Je crois qu'il faut justement avoir une position, une perception négative de la violence, ce qui fait que le mot non-violent devient positif. Moins par moins donne plus. Je crois que la violence, c'est précisément le viol de l'humanité de l'homme. Je dirais d'abord le viol de celui qui exerce la violence, et puis de celui qui la subit. Et je pense donc qu'il faut en effet, contrairement à l'idéologie qui domine notre société, récuser radicalement la violence comme étant justement la négation même des valeurs d'humanité. Est-ce que vous pouvez nous expliciter votre propre définition de l'agressivité ? Alors c'est vrai, je crois que trop souvent on assimile l'agressivité à la violence. Et c'est pour ça aussi que le mot de non-violence est discrédité, car ce serait le refus de l'agressivité. Or l'agressivité, c'est une composante de notre humanité. Je me réfère à l'étymologie latine, ad gradi, avancer vers, avancer vers. Je dois avancer vers l'autre pour simplement affirmer mes droits, m'affirmer. Et je pense que donc l'agressivité est un moment nécessaire du conflit. Là encore, je crois qu'il faut réhabiliter le conflit, réhabiliter l'agressivité. Qu'est-ce que vous entendez par conflit ? Est-ce que vous pouvez nous définir votre perception, votre définition du conflit ? Nous sommes des êtres de relation. Bon. Et bien sûr, l'idéal, c'est que la relation à l'autre, aux autres, soit fondée sur la confiance. Mais très souvent, elle est au contraire fondée sur la défiance. Dans un premier temps, je me défie de l'autre. Donc, je suis en conflit avec lui. Le conflit, c'est aussi le moment où je vais pouvoir construire ma relation à l'autre. Et justement, pour cela, je dois mettre en œuvre mon agressivité et me confronter à l'agressivité de l'autre et trouver un compromis qui me permettra de trouver une relation avec l'autre constructive. Qu'est-ce que vous entendez par bienveillance ? Alors là encore, je me référerai facilement à l'étymologie. La bienveillance, c'est, je crois, manifester justement de la bonté vis-à-vis de l'autre. Là encore, nous sommes peut-être trop souvent tentés par la malveillance, que l'autre qui est différent de nous et avec lequel nous avons justement trop de différences. Donc la bienveillance, c'est, je crois, là encore, dans la construction de ma relation à l'autre, établir des liens qui vont faire que je pourrai construire ma personnalité et vivre dans la paix, finalement. C'est ça aussi l'enjeu du conflit, c'est vivre en paix avec l'autre et en paix avec moi-même. En début d'interview, vous nous expliquiez que notre société vouait peut-être un culte à la violence. Oui. Comment vous l'expliquez ? Si vous voulez, c'est toute la tradition, je crois, de notre société, avec la composante militaire aussi. Bon, on a trop souvent, je crois, lié l'affirmation du peuple, de la nation,
aux données militaires. C'est significatif que le 14 juillet, par exemple, on fait défiler l'armée. Bon. Et non pas, par exemple, les bergers ou les intellectuels. Il y a une militarisation de notre culture qui fait que, là encore, c'est à travers la violence que nous pensons qu'il faut construire la paix, finalement. Construire la paix comment? Quelles sont vos préconisations concrètes? Alors, la paix, c'est précisément maîtriser le conflit avec l'autre, établir une relation de bienveillance, de bonté avec l'autre, et en sachant qu'elle sera toujours remise en question. Bon, la non-violence, c'est pas un idéalisme, c'est pas idéaliser ma relation à l'autre. Elle est faite de difficultés, mais je crois que la paix, c'est une relation pacifiée avec l'autre où je peux maîtriser le conflit et établir une relation constructive qui va faire que je pourrai affirmer ma personnalité et respecter la personnalité de l'autre. Comment vous conjuguez ça dans un climat de guerre économique? Alors, bon, c'est vrai que l'économie est aussi conflictuelle et qu'il s'agira là encore d'essayer de maîtriser les conflits pour arriver à une situation de relations pacifiées. Alors la guerre économique, elle est dans les rapports économiques que je peux avoir moi ou que notre société a avec les autres sociétés. Et là encore, je crois qu'il faudra toujours accepter le conflit, accepter les difficultés, accepter les conflits et puis toujours les maîtriser et arriver à une pacification, à une paix économique. Vous n'avez pas connu la guerre? Donc, je n'ai pas eu à faire l'expérience de la guerre. J'ai vu simplement les conséquences de la guerre en Algérie, les conséquences entre les différentes communautés. Et je crois que ça a été important dans mon cheminement vers la non-violence, car j'ai pris conscience que la violence, que la guerre ne permettait pas d'apporter des solutions constructives au conflit. Et que là encore, la violence mettait en plat des éléments de contradiction qu'il fallait essayer de dépasser. Vous avez déjà rencontré l'abbé Pierre? Oui, j'ai même, je dirais, connu l'abbé Pierre, oui. Sa perception de la violence? Mais on parlait non-violence quand on se rencontrait souvent. On a passé particulièrement 4 jours ensemble dans un congrès, je ne sais plus dans quel pays d'Europe du Nord. Il acceptait cette problématique de la non-violence. Il n'a pas popularisé à proprement parler la non-violence, mais son action se voulait non-violente et elle se voulait aussi par rapport au conflit de ceux qui étaient victimes de la violence économique, sociale, arriver à leur donner confiance et à permettre, là encore, une solution non-violente du conflit. Est-ce que vous pensez que la catatonie émotionnelle des pays occidentaux face à la pauvreté, la misère et leur consommation irraisonnée est une forme de violence? Certainement qu'elle engendre des violences. Certainement que la civilisation occidentale profite des violences sur beaucoup de pays. Au niveau de notre consommation, notamment, on est tous partisans, on est tous compromis dans ces violences. Et là encore, je crois qu'il s'agit de prendre conscience de ces violences et puis tenter, par des choix personnels qui ne seront pas suffisants, mais qui sont nécessaires. Je suis déjà, moi, responsable de mes choix au quotidien. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai une possibilité tout de même d'avoir une influence, même si je crois qu'il faut toujours avoir une dimension collective, donc politique. Si je vous dis la violence est la force des faibles et commence où s'arrêtent les connaissances, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est entouré d'une bande de crétins? Je me méfierais d'avoir un jugement aussi négatif sur l'ensemble de mes compatriotes ou de mes voisins. Congénères. De mes congénères. Je crois que l'idéologie de la violence est une forme de crétinerie, si vous voulez me faire dire cela, je le dis volontiers, et je l'assume. Bon.
c'est vrai que l'idéologie de la violence qui fait que spontanément on pense que la violence elle est la norme de nos relations, ne permet pas un vivre ensemble harmonieux et dans la bienveillance. Donc je pense qu'il faut que nous puissions aussi là prendre conscience et rompre. Je crois que la notion de rupture avec l'idéologie dominante est une dimension essentielle de la non-violence. Est-ce que l'idéologie dominante, qui active les pulsions les plus primaires de nos cerveaux, est-ce que cette idéologie n'a pas... Je vais reformuler ma phrase. Est-ce que ça n'est pas à dessein qu'on active les pulsions les plus primaires chez les gens pour mieux les manipuler? Probablement que ça fait partie d'un ensemble. D'autant plus que souvent nous avons un discours sur la violence sans avoir une grande pratique de la violence. Nous n'avons pas généralement de responsabilité très précise dans les violences, ou alors au niveau économique, mais nous l'ignorons. Alors je crois qu'il faudrait en effet qu'il y ait cette prise de conscience qui amène une rupture par rapport à cette idéologie, et puis donc cette possibilité de dépasser cette idéologie, cette pratique, par une culture de la non-violence. Cette rupture que vous concevez, est-ce qu'elle devra passer par un événement exotique fédérateur, tel une catastrophe, une guerre? Oh, je n'ai pas de sympathie particulière pour cette problématique qui est parfois évoquée. D'abord parce que, je dirais, nous avons déjà donné. Est-ce que la société n'est pas immature pour caresser ces valeurs non violentes? Certainement qu'elle est immature. Mais quand vous parliez de catastrophes, nous en avons tous les jours des catastrophes à la télévision, dans les informations. Tous les jours, nous avons des catastrophes qui montrent justement l'impossibilité de la violence à créer une société de paix. Et pourtant, c'est vrai que nous ne prenons pas nous n'en tirons pas les conséquences, nous ne prenons pas les décisions qui permettraient d'éviter de retomber toujours dans ce piège. Quelles sont ces décisions? Ah ben, je crois justement c'est d'abord une prise de conscience de ces violences qui ne permettent pas de construire la paix, et puis d'imaginer d'abord au niveau de la pensée, et puis autant que faire se peut au niveau de la stratégie, au niveau de l'action, quelles sont les possibilités de résolution non violente des conflits. Je crois que la non-violence est à la fois une pensée, une philosophie et une stratégie d'action. Il faut en passer par l'acceptation de l'autre? Ah oui, bien sûr. Mais je crois que l'acceptation de l'autre peut se faire aussi dans la résolution du conflit, dans la paix. J'ai besoin de l'autre. Je n'imagine pas vivre dans la solitude. Donc je crois que l'acceptation de l'autre est un élément majeur de la construction de ma personnalité, de la construction de mon moi. Donc je crois que, bien sûr, la relation à l'autre est tout à fait essentielle. Une question d'Internet. Est-ce que vous avez des exemples de stratégies non violentes? Ah ben tout de même. Tout de même, à commencer par Gandhi, si vous voulez. Bon, qu'on connaît mal d'ailleurs, parce qu'on en a fait un sage, mais Gandhi a mis en place une stratégie de résistance pour libérer l'Inde de la domination britannique. Bon. Il a notamment refusé d'obéir aux lois. Je crois qu'une des dimensions de la stratégie de l'action non violente, c'est la non-coopération. En fait, nous coopérons avec l'injustice, nous coopérons avec les lois injustes. Et l'action non violente, la rupture dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est souvent le fait de désobéir aux lois injustes, de désobéir à l'ordre injuste. Alors, il y a aussi Martin Luther King, tout de même, qui a été décisif. Obama s'est toujours déclaré le fils de Martin Luther King. Le fait qu'un noir devienne président des États-Unis, c'était inimaginable avant de l'action de Martin Luther King. Et là encore, Martin Luther King, c'est à la fois un spirituel, chrétien, mais bon, après tout, c'est vrai que le christianisme est fondamentalement violent, une ouverture vers la non-violence, et que lorsqu'il a été violent, c'était par une
un reniement des valeurs spirituelles du christianisme. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour que l'opinion publique prenne conscience des choses par rapport à la crise climatique, la crise économique, la crise sociale, la crise humanitaire? Est-ce que l'opinion publique occidentale a encore le bagage intellectuel pour appréhender ce qui se passe? Je veux le croire, je veux le croire. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité ni dans un sens ni dans un autre. Je pense que, par exemple, sur le problème climatique, il y a une certaine prise de conscience qui se fait. Et certaines décisions qui sont prises. Non, il n'est pas trop tard. Je pense que parmi les nouvelles générations, il y a tout de même aussi des associations qui se créent dans la société civile. Lesquelles? Bon, ben, je pense par exemple à Non-Violence 21, à des associations d'écologie. Les noms m'échappent peut-être, mais nous sommes... Le MAN commence à avoir une certaine antériorité, mais Mouvement pour une alternative non-violente, mais beaucoup de jeunes maintenant se retrouvent dans cette problématique de la non-violence. Et espérons par exemple que le christianisme devrait pouvoir quand même encore retrouver le sens de l'Évangile. Et par exemple, le fait que les évêques, qui sont les porte-paroles de la communauté chrétienne, s'accommodent de la dissuasion nucléaire, c'est une trahison totale. Est-ce que c'est une fatalité? Non. On peut tout de même envisager, en effet, que les évêques prennent position contre l'arme nucléaire, et puis les autres spiritualités. Donc, je ne renonce pas, pour ma part encore, à ce qu'il y ait une convergence de l'ensemble des spiritualités pour affirmer justement les valeurs de paix et de non-violence. Quand vous avez regardé récemment les manifestations à Hambourg, à Paris, on voit un mouvement émerger qui s'appelle les Black Blocs, des jeunes qui s'organisent pour affronter la police ou affronter les violences de la police, selon le prisme de lecture sur lequel on se base. Votre avis sur ces jeunes? Est-ce que c'est une violence légitime par rapport à la violence qu'on leur impose? Est-ce que ce type de raisonnement est encore viable, d'imposer une violence légitime? Non, je ne pense pas qu'elle est légitime. Je pense que la violence n'est jamais légitime. Elle n'est jamais légitime, elle est toujours illégitime, fondamentalement, des contraires aux exigences de la loi de l'humanité. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Une grève de la faim, s'asseoir devant la police, mettre tout nu, avec du ketchup sur la tête? Ne caricaturons pas l'action non violente. En fait, quand on parle des Black Blocs, il y a souvent des manifestations, c'est souvent dans le cas de manifestations qui sont non violentes. Si je prends par exemple Notre-Dame-des-Landes, la majorité pense qu'effectivement, c'est dans l'action non violente, parfois dans l'action de désobéissance, là encore. Parce que la violence des Black Blocs ne pourra jamais faire taire la violence de la police. C'est forcément l'échec. Et puis alors, ce qui est très important aussi, c'est que dans l'action publique, l'important, c'est la réception par l'opinion publique. Or, l'opinion publique ne peut pas être accepter la violence. La violence est toujours une contradiction pour l'opinion publique. Mes voisins ne peuvent pas accepter la violence. Donc je crois qu'en même temps, la violence de contestation se contredit elle-même. Et je crois qu'il y a beaucoup de résistance justement actuellement de non-violent, même si le mot n'est pas employé, peu importe après tout. Mais l'action non-violente, l'action, même l'action de paix collective par rapport à la police risque d'être beaucoup plus efficace que les quelques violences que l'on peut faire contre elle.